Et ça y est, allez, on va couper cette petite musique de l'enfer. J'avais dit que je la changerais. J'aurais pu faire. Ça aurait pu être la bonne. Comment on dit déjà la résolution de 2025. Ça commence par un oubli de mots. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce MLR Show. Cette nouvelle saison, on peut le dire, saison 2, officiellement saison 2 du MLR Show 2025. On est prêt, on s'est ressourcé pendant les vacances de fin d'année et on est reparti avec bientôt la MLR, bien évidemment. Dans les 2 prochaines semaines, on aura les previews, conférence par conférence, évidemment, avant le début de la saison, le 15 février prochain. On espère avoir pas mal de choses à vous proposer également d'ici là, au-delà évidemment des différents contenus qu'on vous propose déjà. Merci Michael, il y a comme un écho avec DJ de mariage, je suis DJ de mariage aussi à mes heures perdues, la technique c'est pas mon fort, vous l'aurez compris, ça ne changera pas évidemment. Je ne suis pas tout seul bien entendu pour cette première émission de l'année, j'ai l'un de mes acolytes habituels qui est avec moi, Adrien Abadi. Bonne année déjà. Et puis, comment Ouais, ça bonne va? année Rémi, bonne année à tout le monde, à toutes et à tous. Moi, ça va super, hein. Écoute, pareil, comme tu as dit, je me suis bien rechargé pendant les vacances. J'ai eu la chance de partir un peu en Côte d'Ivoire, prendre le soleil. Donc j'arrive plein d'ambitions et plein de bonnes résolutions, comme on dit. Le mot que Ah, tu ne trouvais pas, mais en effet. Du coup, tout va bien. Tout va 2025 ne bien. sera pas l'année du vocabulaire. C'est pas Non, prévu. Et puis, on a notre oui, premier invité de l'année. On n'oublie pas, on avait eu Kélian Galtier au mois de novembre. Eh bien, on a un autre Français qui évolue du côté des États-Unis. Il n'est pas en MLR, du moins pas pour l'instant. Il nous vient du sud-ouest, évidemment. Et on est avec Bastien Brunello. Salut Bastien, merci d'être avec nous. Comment ça va? Salut à tous, merci beaucoup déjà de l'invitation. C'est très sympa d'être avec vous aujourd'hui. Ça va très bien. On commence l'année fort, entraînement dans le froid. On s'y habitue maintenant après 2 ans. Donc voilà, mais tout va bien. On est très heureux ici aux États-Unis et je suis content de pouvoir en parler avec vous ce soir. Ah, il y a pas mal de choses, pas mal de choses. Alors toi, tu dis ce soir, évidemment, parce que tu t'es mis à l'heure française, mais bien entendu, l'homme est toi, professionnel. cadré. Le mec est là, le Comme mec est chaud. Alors qu'en fait, chez lui, il est 14 heures, puisque tu es c'est vrai. joueur de l'université de Mount Saint Mary, du côté de Washington, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est vrai, j'essaie d'être professionnel, peut-être un peu trop, je dois faire le débutant un peu plus. Non, ouais, moi je joue à l'université, donc on est au nord de Washington, on est à peu près à 1 heure, donc voilà, on est en première division du niveau universitaire aux États-Unis. Et on va justement faire le fil de ta carrière avec Adrien. Tu nous as donné pas mal de petites infos. On a des petites images à te montrer. On a pu regarder ça avec Adrien. Je vais déjà rapidement, bien pour ceux qui ne te connaissent pas, montrer ton CV parce que tu as joué dans des clubs plutôt sympathiques. Tu as commencé ta carrière à Colomiers. Alors, je t'ai pas demandé la précision. C'est bien Colomiers Rugby. C'est C'est ça, le c'est club, ça. le club de l'illustre Rodrigo Marta, bien Oui. entendu. Tu es parti dans les. Oui, je suis portugais. Tu es parti également dans les Landes, Villeneuve-de-Marsan, Mont-de-Marsan. Tu es passé par le stade Montois un petit peu. Tu as passé 3 ans à Exactement. Tarbes, où tu es entraîné avec l'équipe première pendant quelques instants. Et donc, ensuite, tu es parti donc, pour tes études, entre autres, aux États-Unis, à Mount Saint Mary. Tu me dis si je me trompe, évidemment. Non, exactement. Non, c'est ça. Donc ouais, j'ai commencé le rugby un peu par hasard, parce que moi je joue au foot avant de commencer le rugby et mon père m'a un peu poussé à jouer au rugby parce qu'il adorait ça, lui, c'est un grand fan et lui qui a joué à Mont-de-Marsan. Et voilà, et bon, ça a été quelques années dures un peu, au début, je me suis accroché, mais petit à petit, après, j'ai commencé à vraiment, adorer le sport et donc après malheureusement, on a dû déménager dans les Landes, pour des raisons professionnelles pour mon père et donc voilà, j'ai joué dans un petit club, à côté de mon village qui s'appelle la JSV à Villeneuve-de-Marsan et donc voilà, après j'ai eu la chance de pouvoir être recruté par Mont-de-Marsan, pour jouer 2 ans là-bas et j'avais été gardé en espoir, mais bon, je devais changer de ville pour aller à Tarbes pour mes études, parce que j'étais pris en STAPS là-bas et donc finalement, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir m'épanouir à Tarbes. Vraiment, je me suis éclaté. Ça a été 3 années, je pense 3 de mes plus belles années de rugby, avec un super groupe et tout ça et voilà et après ça,
j'ai pris un peu le chemin un peu incroyable de partir à l'étranger, qui est pas habituel normalement pour aller jouer au rugby aux États-Unis. C'est vrai que le rugby aux États-Unis, c'est pas la destination numéro un normalement. Mais t'es pas parti que pour le rugby, t'es aussi parti pour tes études. Je vois qu'il y a déjà une première question de la part de Michael. Bon, on va la poser tout de suite d'ailleurs. Allez. Est-ce que tu joues en club en plus de l'université et est-ce que la saison universitaire est sur toute l'année? Voilà, du coup, on entre directement dans le vif du sujet. Oh, on a- Quel est le format du championnat universitaire américain de rugby? On connaît la NBA, on connaît la NFL, déjà même au niveau universitaire, c'est déjà un peu différent. Qu'est-ce que ça dit au rugby? Bah alors c'est un peu spécial. Déjà, ouais, on joue toute l'année. On a un rythme quand même assez soutenu. Je joue pas en club à côté, c'est vraiment à plein temps. Nous, on agit un peu comme une équipe professionnelle. On s'entraîne tous les jours avec avec 3 séances de muscu par semaine, des entraînements tous les soirs. Voilà, des séances vidéo. On a accès à quand même. On a vraiment un encadrement professionnel. Et on joue pratiquement tous les week-ends. Alors ça se découpe en deux, un peu en automne, où on fait un peu un championnat avec toutes les équipes de l'Est. Donc on est 12 équipes, s'il me semble. Voilà, on joue un peu entre nous, on se fait, et ça fait un classement général. Et ensuite, tout ça, ça ouvre sur un classement après un peu, où on pourra peut-être revenir, qui désigne un peu un classement général dans tout le pays, puisque après toutes les équipes sont mélangées, même si toutes les équipes ne se jouent pas. Et après ensuite, pour l'hiver et jusqu'au printemps, on joue encore des matchs de classement. Là où c'est un peu plus ouvert, où des équipes, qui joueraient pas normalement se jouent à travers le pays. Et après on a des playoffs, début avril pour, heu, pour essayer d'aller gagner un titre. Je sais pas si j'étais clair? Ouais. Tu- Bon après ouais, c'est des, nous c'est des formats auxquels on n'est pas forcément habitués. C'est ça. Mais quand tu dis les playoffs, du coup ça se passe un peu comme en MLR? C'est-à-dire que, tu enfin tu les premières équipes du coup de la conférence Est, il y a des conférences Ouest, ça fonctionne comment exactement? Ouais, en fait, ça donne un classement, général, un ranking sur tout le pays où il y a 20 équipes qui sont classées, donc c'est que les 20 premières équipes qui sont classées. Après le classement, on le connaît pas trop. Heu et en gros, toutes les équipes sont mélangées, mais le classement final pour les playoffs, comme tu dis, c'est comme la MLR où l'Est joue que des équipes de l'Est et l'Ouest va jouer que des équipes entre elles et on se rencontre après, pour la finale, pour la grande finale. Donc il y a des finales de conférence et il y a une finale, bien sûr, pour le titre national. À quel point est-ce que OK. c'est suivi au niveau du public? Parce qu'on voit par exemple, alors on peut pas comparer avec le foot US évidemment, mais on voit des stades qui font 100 000, 120 000 places qui sont remplis pour du college football. Chez vous, c'est comment? Et même au-delà de ça, en finale, sur les playoffs, est-ce qu'il y a du monde? Bah alors, ça commence à être suivi, c'est pas encore un sport qui a trop percé, aux États-Unis. Ça commence, en fait, c'est vraiment, c'est un peu les Américains, c'est marrant, c'est quand tu perds, personne vient te voir, mais quand tu gagnes, tout le monde vient te voir. Il y a pas vraiment de supporters encore ancrés comme on peut le voir au football américain où il y a 120 000 personnes qui vont dans les stades. Mais après pour les playoffs, par exemple les finales, l'année dernière se jouaient à Houston et le stade était plein quand même. Donc je crois que c'est le stade des Cybercats de Houston, s'il me semble. Et Si le stade cher était quand adresse. même bien rempli. Et, et c'était quand même bien rempli, donc ouais, il y a quand même une petite ferveur, ça commence, on sent déjà, que les gens s'y intéressent un peu plus. Ça c'est hyper intéressant. C'est bien de voir que le rugby progresse. On va avoir l'occasion justement pendant toute cette émission de voir avec toi le niveau du rugby aux États-Unis. Au niveau universitaire, on va Et te demander ton avis sur la MLR, etc. Et ça va être vraiment l'occasion. Adrien, je crois que tu as encore une question. Ouais, moi je voulais te demander justement, on n'en a pas parlé encore parce qu'on a attaqué directement justement sur le format et cetera. Mais toi tu disais que tu étais en France, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à partir aux États-Unis? Alors qu'on le sait justement le rugby n'est pas enfin les États-Unis sont pas forcément encore une terre de rugby. Toi pourquoi tu t'es dit: «Bon, là Tarbes ils m'ont pas prolongé», pourquoi tu es allé aux États-Unis quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-bas? ben, là, c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est pas habituel, moi j'avais eu des offres des clubs de fédéral 2, j'aurais pu rester en France, jouer un assez bon niveau quand même, mais je voulais continuer aussi quand même mes études. Mes parents m'ont poussé, ils voulaient que j'apprenne l'anglais.
J'avais des contacts en Irlande et en Nouvelle-Zélande pour continuer à jouer au rugby aussi. Parce que vraiment, moi, ça me passionnait quand même ce côté rugby. Mais c'est vrai que ça m'empêchait de continuer les études et finalement d'avoir cette opportunité aux États-Unis, ben ça, en fait, ça assemble vraiment les 2 où en France, on a vraiment un peu de mal à allier, sport de haut niveau et études. Ben là, en fait, j'ai trouvé un je me retrouvais dans un cadre où vraiment je pouvais allier les 2. Mais même si le niveau était peut-être un peu moins bon, moi, je sentais vraiment quand même qu'il y avait quelque chose à faire et de quoi faire pour s'amuser, quoi, donc voilà. Hmm. Ok, et aujourd'hui, bonne décision ou pas si tu dois tirer un petit bilan rapide? Super décision, ouais, franchement, ça a été une des meilleures décisions de ma vie parce que, en fait, c'est tellement enrichissant. On se rend compte, j'aurais pu rester enfermé dans le sud-ouest et être vivre dans le confort de ce que j'avais autour de moi et finalement de s'ouvrir l'esprit, à un monde complètement nouveau, hein. C'est un autre monde, c'est une autre vision des choses, bon, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, c'est vrai, mais ça on se rend compte aussi de la chance qu'on a de vivre en France, des choses comme ça. Que voilà et ça on voit aussi une différente vision du rugby. Ils ont pas du tout le même état d'esprit, des choses comme ça et donc voilà, c'est enrichissant franchement, meilleure décision. Et c'était pas gagné parce que tu nous l'as dit avant l'émission, tu as bénéficié d'une bourse pour pouvoir venir étudier aux États-Unis parce que bon bah ça on le sait, c'est vrai que c'est pas donné. Ouais, ça a été une des grandes chances, en fait, les internationaux sont quand même, hyper bien vus pour le rugby là-bas et comme ça a commencé, on a eu la chance ils offrent souvent directement des bourses aux internationaux parce qu'ils savent que bon, beh, forcément quand tu viens étudier aux États-Unis, les prix, des universités sont exorbitantes. Et souvent les gens, en fait, les Américains s'endettent pour aller faire des études et donc voilà, moi c'était une vision, moi je voulais pas m'endetter pour aller faire des études donc le fait qu'ils proposent ça vraiment c'est une chance, c'est vraiment une chance incroyable de pouvoir faire ça. T'as dit hein, justement que t'étais international parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, je l'ai mis sur le CV, j'ai mis le petit drapeau français, le petit drapeau allemand. J'en ai pas parlé, mais tu es né en Allemagne euh, et tu es international U18 et U20 allemand, si je dis pas de bêtises, non si je me souviens bien de ce que tu m'avais dit, et tu as fait des tournois de jeunes avec l'équipe d'Allemagne. Donc, on va revenir un petit peu en arrière, du coup, on repart des États-Unis, mais il faut que tu nous racontes comment est-ce que se sont passés les premiers contacts, qu'est-ce que tu as vu du niveau allemand de ta génération à minima, et le rugby allemand en général, à quoi il ressemble aujourd'hui. Alors, bah, pour reprendre un peu, ça a été un peu un hasard, c'était, un collègue à ma mère qui avait des contacts dans le rugby en Allemagne et qui m'a dit: ben tu veux pas en parler à ton fils et tout ça?» et c'est moi en fait qui ai contacté, la sélection et donc ils m'ont recontacté, on a eu quelques échanges et ils m'ont demandé de venir faire un essai en Allemagne et ça a super bien marché. J'avais 17 ans donc pour les moins de 18 et on s'est retrouvés, c'était, l'été d'après à Kaliningrad en Russie. Bon, c'était à l'époque où, tout allait encore bien et franchement, super expérience parce que, pareil, les Russes, le sport le prennent quand même, d'une façon, c'est quand même assez enfin, quelque chose de fort, d'ancré dans leur culture et on a joué dans des stades magnifiques, où quand on allait s'entraîner, les gens venaient demander des photos, des autographes, les jeunes étaient vraiment, impressionnants avec nous. Donc c'était vraiment super parce que c'était, des choses qu'on vit pas quand on est en France, même si on est une petite équipe, quand on joue pour son pays, ben par exemple, les Russes sont très fiers de jouer pour leur pays. Il y avait vraiment une ferveur, quoi, derrière et je me souviens la finale, c'était la Géorgie-Espagne et le stade c'était un stade de 40 000 places de foot et je me rappelle, il y avait 20 000 personnes dans le stade pour la finale. C'était vraiment quelque chose de super bien organisé et après ensuite, j'ai la on est parti au Portugal après, l'année d'après. Non, c'était 2 ans après parce qu'il y a eu c'était avant non, c'était avant Covid, donc on est parti au Portugal pour le championnat d'Europe. Ça aussi, super expérience, c'était vraiment incroyable et c'est vrai que c'est pas un niveau, qui est exceptionnel, mais ils ont essayé de rentrer en rugby à 15, mais finalement, ils se sont vraiment très vite réorientés sur le rugby à 7. Tous les bons joueurs qui étaient avec moi sont tous partis à 7. Il y en a un qui me marque, c'est Chris Oume qui joue maintenant avec l'équipe l'équipe, internationale 7 Allemagne. Il y a Jacob Dieper qui jouait centre avec moi, je me souviens, qui est aussi maintenant dans l'équipe nationale à 7. Donc c'est vraiment ils ont vraiment braqué là-dessus, sur le rugby à 7 parce que les mecs, c'est un sport olympique donc ils étaient payés et tout ça donc ça a vraiment pris le virage mais c'était vraiment une expérience, super enrichissante quoi parce que encore une fois, c'est on voit des choses différentes, une autre vision du rugby.
Alors justement, tu parles du Seven aux États-Unis, en Allemagne, pardon. Toi, aux États-Unis, tu en as fait. Est-ce que tu en avais déjà fait avant dans dans ta carrière française? Et ou est-ce que tu l'as découvert justement aux États-Unis, puisque tu as été champion des États-Unis de rugby à 7 lors de ta première année? C'est quelque chose que tu as découvert à la fac ou tu avais déjà des notions? Alors moi, j'avais déjà des notions, parce en France, au lycée et en université, en fait, il y a beaucoup d'équipes de rugby à 7, souvent, qui proposent ça parce que il y a moins d'effectifs que sur du rugby à 15. Donc j'avais touché un petit peu, mais vraiment, j'avais effleuré, quoi. J'avais jamais vraiment fait de haut niveau de rugby à 7, non. Ouais, justement, alors on a quelques images, justement, tu nous les as envoyées. C'est la finale 2023 du championnat à 7 avec bon bah alors des supporters manifestement réchauffés, hein. C'était une finale face à Indiana University. Ouais, il y avait des gros gueudins dans les tribunes a priori. Notamment il y a eu cet homme là parce que voilà, il y a les mecs torse nu. Bon bah ça c'est une chose, ok. Bon il pleuvait fort hein, a priori. Il y en a encore un à la fin du match. Puis surtout il y a l'autre qui va mettre à côté. Regarde, cette dernière image, regarde celui à droite du mec torse nu. Mec a baissé son pantalon. Mec est en slibard avec son téléphone. J'ai rien compris. Vraiment, j'ai vu les images de cette finale. Maintenant, je vais vous passer les vraies images de la finale. Ce sera peut-être un peu plus sympa. Ou d'ailleurs, tu es là. Tu as le numéro 1. Ouais. Tu as le numéro 1, Bastien, sur le ballon dans les mains. T'as vraiment Ah, tu veux une participé. Ah oui, tu si veux une tu. petite anecdote sur les personnes qui sont en slibard et torse nu? Bien sûr. Les 2, Les potes à lui. les 2, les 2 gars torse nu, c'est le frère et le père du mec qui a mis un triplé en finale. Ok. Donc il Ok. était complètement fou, il était bon, bah, sûrement bourré. Et, et le mec en slip, c'est notre pilier. Donc c'est pour te dire, c'est vraiment l'esprit famille. En fait, pour eux, c'était exceptionnel parce que enfin, c'était jamais arrivé que Mount Rugby aille à un niveau comme ça. Et ça a été vraiment, ça a été la Et folie, du, quoi. C'était et du coup, vous jouez dans le stade d'Old Glory, là? J'ai cru voir ouais, les exactement. Ouais. petits. Ouais, c'est ça, ok. C'est C'est le stade, c'est le Soccerplex, ouais. C'est un super stade, hein, franchement, exceptionnel. La pelouse est complètement folle. Ça a été, c'est des expériences de dingue. Donc ouais, super cadre. Ils ont vraiment de la chance parce qu'avant ils jouaient sur un synthétique qui était pas terrible. Mais là vraiment, hein, c'est un super stade. Alors, ce tournoi-là de Sevens, comme tu dis là, le CRC, comment il s'organise? C'est en plus, toi, du club du coup universitaire de Mount St. Mary's, ou c'est vous avez fait toute l'année du Sevens? Enfin, comment ça se passe? Où est-ce qu'ils récupèrent les joueurs? Comment ça s'organise? C'est juste un tournoi sur 2 jours ou c'est un truc toute l'année? Alors en fait, donc cette année-là, c'était un peu, bon, c'était ma première année, donc on est arrivé là-bas et en fait, on commençait, l'université commençait à se concentrer sur le rugby à 15. Mais en fait, c'est vraiment nous, les joueurs, qui sommes sélectionnés par les entraîneurs pour monter une équipe de rugby à 7. Donc ils sélectionnent 12 joueurs et on s'entraîne, on s'était entraîné pendant un mois quand même, on avait une bonne préparation, on avait fait 2 tournois, en préambule, donc normalement il y a des tournois qualificatifs pour pouvoir accéder à ce tournoi. Parce que ça, c'est un tournoi sur 3 jours. Donc voilà, on avait fait un peu une préparation, mais qui était pas folle parce qu'en même temps, on avait du 15, donc on coupait entre 7 et 15, donc c'était pas facile, c'était de se réadapter et tout ça. Mais voilà, en fait, c'est vraiment nous qui sommes des joueurs qui nous transformons en joueurs à 7, hein. Et, Ok. euh, et Et voilà. toi, du coup, ça s'est bien passé quand même, la transition justement du 15 au 7. Tu disais que c'est un truc dont tu n'avais pas forcément l'habitude, même si tu avais quelques bases. Toi, tu t'es vite adapté, tu t'es senti dans ton élément. C'est un truc auquel justement tu pourras aspirer prochainement. Après, toi, je sais pas comment ça se passera aux États-Unis, mais aux États-Unis, on sait limite que le 7 est presque plus populaire que le 15. Est-ce que c'est un truc dans lequel tu te verrais, par exemple? Franchement, on y a pensé parce que c'est quand même marrant, c'est trop bien, c'est un autre sport, hein, c'est vraiment un sport Ouais. différent du 15. Et franchement, là, vraiment, c'était une super expérience. L'adaptation au début était difficile. Le premier tournoi, qu'est-ce qu'il a été dur niveau cardio.
je me suis fait déborder pas mal de fois par des mecs qui couraient très très vite parce que j'étais complètement, complètement à sec. Mais franchement, après, quand tu t'entraînes à moi, tu t'y fais quand même. Le corps est une super machine et on est préparé. Enfin, on est quand même des athlètes. Hein, c'est quand même, on est préparé à tout ça. Donc non, ouais, franchement, c'était une bonne transition. Je me suis éclaté. J'ai pensé peut-être à pouvoir faire du 7 un jour. Je sais pas si j'en ferai une carrière, mais ça pourrait être fun. Moi, je dirais pas non, hein. Je dis jamais non à des aventures. OK, et on en parlait justement avec Rémi. Toi, tu mesures combien? Tu fais 1,86 m, j'ai cru comprendre? À peu Ouais. près, ils te mettent à 95 kilos. Je sais Ah, pas si c'est ouais? c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Bon, plutôt gros gabarit quand même pour le 7. Enfin, tu pas on va pas dire que tu es léger quoi pour ta taille. Ouais, non, non, ça va, je me porte bien. Non, mais je tourne ouais, autour des 93 kilos. Ça va, bon, je suis assez longiligne, ça va, je me plains pas. Enfin, j'ai quand même une bonne vitesse de pointe, donc Ouais, mais ouais, j'ai des qualités athlétiques, donc je me plains pas. Après, c'est vrai que ça surprend toujours. Moi, quand je disais que je jouais 15, les bah, Américains c'est étaient ça. toujours surpris. Là où je voulais en venir, ouais, c'est que tu joues 10 ou 15 et c'est vrai que tu as l'air plutôt costaud justement pour ce profil. Mais enfin moi quand on a regardé tes matchs et tes vidéos, c'est vrai que tu as l'air quand même, enfin tu as des qualités athlétiques qui sont quand même assez impressionnantes quoi. Tu as l'air d'être assez explosif, d'aller assez vite. Bon après est-ce que par rapport au niveau des autres ou pas, mais c'est vrai que moi j'ai vu sur le 7 et sur le 15 que tu avais quand même une faculté assez exceptionnelle à prendre les espaces et à déborder, à jouer dans le dos de l'adversaire. Tu sais jouer au pied, tu sais faire pas mal de trucs, quoi. Bon, je suis assez polyvalent. C'est vrai que bon, j'ai joué un peu tous les postes derrière. C'est Qatar où je jouais plutôt ailier ou arrière. Ici, j'ai eu la chance de découvrir le poste de 10 que j'avais jamais joué. J'ai joué un peu au centre aussi en France. Donc, bon, franchement, comment dire, on s'entraîne beaucoup quand même. Ils nous mettent dans des bonnes conditions. Et c'est vrai qu'athlétiquement, je me suis beaucoup amélioré aux États-Unis parce qu'en fait, leur programmation, leurs prépas physiques sont exceptionnels. Ils ont quand même une vision des choses où t'as jamais de repos. Nous, on se repose jamais à la muscu. C'est à fond, à fond, à fond. C'est des rythmes très, 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 très durs. Voilà, on sortait d'une séance d'hier, j'ai encore des courbatures d'hier, alors que bon, j'ai l'habitude, quoi. Ils te surprennent toujours à avoir des programmes de fou. Donc voilà, mais c'est vrai que non, mais je m'y plais à être polyvalent comme ça et de toucher un peu à tout. Tu parles justement de toutes les conditions qui sont réunies pour que vous progressiez. Est-ce que tu peux nous raconter et raconter aux gens dans le chat, je rappelle encore une fois, vous pouvez poser vos questions, hein, n'hésitez pas. Quelle est ta semaine type ou ta journée type à l'université? Alors, nos semaines, elles se ressemblent, enfin, nos journées se ressemblent plutôt pas mal. Moi, j'ai des cours plutôt le matin ou en début d'après-midi. Bon, j'ai pas un les cours sont pas trop chargés, j'ai 15 heures de cours par semaine. Donc c'est moi un peu qui ai choisi mon emploi du temps, qui m'adapte, donc il donne des créneaux horaires et qu'on choisit. Donc voilà, c'est plutôt ça et entre ces moments-là, c'est plutôt récup. Bon, on a des kinés, qui sont à disposition, pour pouvoir faire la récup, pour les soigner des blessures et tout ça et après, bah, par exemple, le lundi, on va avoir un meeting un peu pour préparer les matchs qui arrivent, donc vidéo, analyse, voilà un peu les techniques, le game plan qu'on va avoir pour les matchs. Et après, on a des entraînements, donc à peu près 1 h 30 le soir. Et ça se répète tous les jours de la semaine pratiquement. Donc voilà. Et le matin, nous, de 8 heures à 9 heures, on a muscu. Donc le lundi, mercredi et vendredi. Donc voilà, c'est quand même c'est assez chargé. Donc pas de Ouais. quoi faire. Ouais. Bon, du coup, je comprends les courbatures, hein. C'est sûr que moi, c'est pas avec mes 2 séances de kiné par semaine, de toute façon, que je peux rivaliser. Euh, on l'a vu depuis que tu es arrivé. Alors, je suis pas en train de dire que c'est que grâce à toi, mais évidemment, ça en fait partie. Mais ton équipe, l'équipe de Mount St. Mary, a particulièrement progressé. Il y a eu ce titre en 7, même au niveau du 15, vous avez fait les playoffs l'année dernière, vous êtes en lice pour les faire cette année. Quel était le niveau quand tu es arrivé? Quel est-il aujourd'hui? Et même globalement, le niveau universitaire, où tu le situerais par rapport au rugby français? Alors franchement, ouais, moi je suis arrivé enfin moi je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand je suis arrivé aux États-Unis parce que bah, j'avais pas de point de repère.
C'est vrai que j'étais assez surpris quand même, le niveau était assez bas. Pas forcément que notre équipe, les autres équipes aussi étaient quand même pas très, très bonnes. Il y avait quelques équipes qui surnageaient, bon comme Navy, Life, tout ça, les Lindenwood, il y avait des grosses équipes qui surnageaient parce que bon, elles avaient plus une habitude. Mais c'est vrai que pour les petites universités, le niveau était quand même hyper compliqué. Il y avait pas de coordination, il y avait pas vraiment de fond de jeu, des choses comme ça. Et bah, l'université a eu beaucoup de chance. On a une belle génération qui est arrivée en même temps. Moi, j'ai mon coloc là, Hayden, qui vient de la Nouvelle-Zélande, donc on est devenu très proche, qui adore le rugby et qui est passionné aussi. Et on a voulu changer les choses d'un peu. On a notre centre, Evan Corbett, qui est sud-africain, qui est aussi très fort, qui a été, bah, qui a marqué, qui a fait 2 matchs à 29 points, cette année, déjà. Ouf. Hem et ça envoie, donc il y a des joueurs quand même qui avaient un gros cadre et tous ensemble, hein, en fait, on a vraiment allé vers un but un peu commun de se dire: «On n'a pas envie de jouer à ce niveau-là, c'est pas nous, ça ne nous correspond pas» et en fait, bah, au début, ça a été très dur, on a été un peu mal vus, on a voulu un peu tout secouer, tout pas révolutionner, mais vraiment on a voulu retourner le bateau et dire: «Non, ça va pas, c'est on il y a du potentiel de faire mieux» et petit à petit, tout le monde a un peu pris le bateau et c'est vrai que bon, le fait d'avoir gagné le Seven, la première année, bah, ça a ouvert des portes, qui pouvaient pas, qui auraient peut-être jamais pu être ouvertes. Ça a ouvert beaucoup d'argent. Les valves de l'argent se sont ouvertes d'un coup et quand les vannes de l'argent s'ouvrent, aux États-Unis, c'est une planche à billets, quoi. Ça y va à fond, à fond, à fond et on a eu de super infrastructures, enfin on a vraiment un cadre qui a été ouvert à nous, qui est super. On a 3 terrains pour s'entraîner, on a des salles de muscu, dédiées aux athlètes, donc voilà, on a des terrains en intérieur. C'est vraiment ça a été ouvert et les entraîneurs se sont vraiment, comment dire? On a créé une bonne relation avec les entraîneurs, ce qui a emmené, tout un groupe, ensemble vers un même objectif et ça fait 3 ans qu'on a la même génération donc forcément, beh, après 3 ans, de dur labeur, on arrive à quelque chose de sympa, quoi et maintenant on est 7e dans le pays, on est sûrement une des équipes qui tourne le mieux dans l'université, et ça se sent aussi, sur le regard des autres étudiants. Moi, je me souviens quand je suis arrivé, l'équipe de rugby, c'était vraiment ceux qui faisaient la bringue, un peu macho, un peu truc comme ça et finalement, on est arrivé, on a dit: «Mais non, mais c'est pas ça les vraies valeurs du rugby, oui, on fait la bringue, mais on le fait avec respect, on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit» et vraiment le regard sur, mais pas que ce soit les étudiants, les profs, les autres sports, mais maintenant vraiment un regard respectueux envers le rugby parce que, bah, avec tout ce qu'on a pu faire, on se retrouve à être pas trop mal, quoi. Et et du coup, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, l'essor du rugby et l'hégémonie qu'il y a eu du coup au sein de l'université, elle vient pas forcément en fait, du coup d'Américains. C'est les étrangers qui sont venus du coup s'implanter, aux États-Unis, qui ont réussi finalement à donner, parce que j'allais dire redonner, mais finalement à donner du coup un nouvel essor à l'équipe de rugby au sein de l'université. Et aujourd'hui, comme tu dis, en 3 ans, vous avez réussi à créer du coup finalement, u des vraies valeurs et une vraie équipe de rugby au sein de l'université et ça part des joueurs même plus que, que du corps, de l'université. C'est ça que tu es en train de dire? Ah bah, ouais, carrément. Bah, en fait, le gros problème du système américain, c'est qu'ils commencent le rugby hyper tard. Souvent, c'est au lycée, et des fois même à l'université, ils commencent le rugby, donc ils ont pas une base où souvent, par exemple en France ou dans les grandes nations de rugby, on va commencer à 4 5 ans. Dès le début, on va déjà être avec des mecs qui sont capables de coacher, hyper bien, qui connaissent leur truc, qui bon, pas toujours, mais qui connaissent leur fond de jeu, qui connaissent comment ça marche le rugby. Et c'est vrai qu'on est arrivé aux États-Unis où, ben ouais, il y a un manque de repères complets au niveau universitaire, parce que, bah, le niveau, forcément, il y avait pas de quoi il y avait pas les moyens d'avoir forcément des coachs de haut niveau et tout ça, comme par exemple la MLR peut le faire, où ils vont forcément aller chercher des coachs plus forts. Donc ouais, souvent, ça vient des joueurs, des internationaux qui viennent pousser un peu le système. Mais bon, ce qui était bien, c'est qu'on venait pas non plus, on venait pas tout dire aux Américains: «Non, vous êtes nuls, laissez-nous la place». On a dit aux Américains: Venez apprendre avec nous, quoi. On veut vous apprendre, on veut tous devenir meilleurs» et ça a été vraiment au début, ça a été un peu dur pour eux de comprendre, mais parce que les Américains ont un gros ego, mais le moment où l'ego a été mis de côté, ben, on a senti une progression, instantanée dans les skills, dans la compréhension du jeu et tout ça, qui a vraiment bénéficié et tout le monde a un peu suivi, ça dépend, mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'équipes aux États-Unis qui tournent qu'avec des Américains. Il y a que la Navy et l'Army
Donc ils sont obligés d'avoir que des Américains, mais eux, ils marchent parce que c'est des athlètes, quoi. Eux, ils s'entraînent encore plus que nous. Bon, c'est le régime militaire, mais c'est vrai que même eux, bon, comme ils ont les moyens, c'est les impôts qui payent, mais ils ont recruté de grands entraîneurs, quand même, de bons entraîneurs, néo-zélandais, écossais et tout ça. Bon, bah, qui viennent apporter leur expertise et comme eux, bah, ils écoutent et ils appliquent les plans, bon, bah, forcément, c'est plus facile et ça marche. Mais c'est vrai que toutes les grandes équipes, c'est beaucoup de Sud-Africains, de Néo-Zélandais et tout ça qui rehausse le niveau américain. Ouais, Ju- comme en MLR un peu en vrai. Voilà, c'est ça. Ça. Justement, tu parles des Sud-Africains, des Néo-Zélandais, ça match avec la question de Michael, ou Michael, je sais pas pourquoi je m'embarque dans un Michael. Les Qu'on- États-Unis, Rémi, c'est les États-Unis. c'est American, qui demande combien il y a de joueurs dans l'effectif à Mount St. Mary's et surtout combien d'étrangers au sein de l'effectif. Alors, c'est un peu, bon, à Mount Samuel, on a 3 équipes. Bon, il y a que la première équipe qui bien sûr joue le meilleur niveau. Les 2 autres équipes, c'est plus un tremplin pour les jeunes joueurs, pour s'entraîner et tout ça. Donc, par exemple, dans l'effectif de l'équipe première, on est une trentaine, mais après en total sur le rugby, on est une centaine Ah oui. et ouais, donc bon, bon après les mecs qui sont capables de jouer, voilà, comme je dis, il y en a une trentaine, qui seraient capables de jouer dans la première division, il y en a maximum une trentaine. Et d'étrangers, on est une quinzaine sur cet effectif, à peu près la moitié. Même un peu moins, parce que, bah, je veux dire, la première ligne, c'est que des Américains. Seconde ligne, il y a un Anglais. 3e ligne, il y a un autre Anglais, le Néo-Zélandais. Le 10, c'est un Néo-Zélandais. Le centre, c'est un Sud-Africain. Les 2 ailiers, c'est les Néo-Zélandais et moi, je suis à l'arrière. Donc voilà, on est à peu près. Après, il y en a quelques-uns sur le banc. Il y a un Anglais, un Écossais sur le banc. Ouais, non, on est une dizaine, à peu près. Ouais, ça fait une belle ossature au niveau de. Beaucoup de Néo-Z et de Sudaf quand même. C'est quoi? Tu l'expliques comment? C'est plus la langue qui fait ça enfin, il pourrait y avoir des Anglais, des Écossais, comme tu dis. Pourquoi surtout des Néo-Z et des Sudaf? T'en parles avec eux un peu, ils t'ont dit? Bah, en fait, c'est beaucoup, bon, beh, forcément, c'est l'anglais, ça aide forcément, mais je pense qu'aussi, ils ont un peu plus de culture de vouloir aller jouer à l'étranger. Parce qu'en France, en fait, nous, il y a pas beaucoup de Français qui s'exportent. Les Français qui s'exportent, c'est super rare, et on n'en entend pas tant parler que ça. Alors que, beh, pour les Néo-Zélandais, les Sud-Africains, ça va être beaucoup plus facile de s'exporter, dans d'autres pays parce qu'ils ont l'habitude, ils veulent voir d'autres choses et souvent, bah, viennent jouer en France ou des choses comme ça. Bon, et ceux qui ont pas forcément le niveau de jouer à l'étranger, ben ça donne envie aussi, ça attire. Je sais qu'il y a aussi un côté aussi, monétaire parce que le dollar est quand même fort pour ces pays et beh, pour eux, s'ils ont des salaires, américains, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent chez eux à la maison, quoi. Ok. T'as Ok, par- ok. T'as parlé de la Navy, évidemment. On en a même parlé un petit peu entre nous. Bon, moi déjà j'étais obligé de faire ce petit montage pour commencer. C'est important. Un petit peu de Village People évidemment pour égayer votre soirée. Ça ira très. Allez, j'arrête parce que sinon c'est n'importe quoi. Par contre, ce que tu me disais de manière très sérieuse, c'est que l'équipe de la Navy, c'est une très très grosse équipe, c'est un très gros adversaire chez vous. Ils sont énormes, hein, c'est très gaillard, c'est très costaud, enfin, c'est tous des monstres physiques, quoi. C'est bouffon, Je me les souviens mecs, la hein. première année la première année où je suis allé on les a joués, on est sortis des vestiaires. Ah où je me suis dit: «Mais où est-ce que j'ai mis les pieds, quoi?» Les mecs, c'était des montagnes, ils faisaient tous 2 mètres, c'était des cubes, ils avaient tous les mâchoires en V et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, on va se enfin je vais laisser ma peau là sur le terrain, c'est pas possible» et donc ouais, forcément, c'est un peu, c'est un peu dur. Je vois le live, un peu de Alors, on voit tension, les mais images, ça a l'air de chauffer un peu Oui, quand même. j'ai laissé la petite échauffourée évidemment, bien sûr. Non, c'est vrai qu'en fait, ils sont très forts, physiquement, hein. C'est quand même assez impressionnant comment ils sont dominants physiquement. Pas forcément dans le fond de jeu, mais bon, oui, ils sont beaucoup améliorés, hein. Mais ouais, c'est vrai que c'est les plus gros rivaux. Ils étaient champions, pas l'année dernière, mais celle d'avant, ils ont perdu en finale l'année dernière. Donc forcément et nous, enfin, c'est une des rares équipes qu'on a toujours pas battues. Qu'on n'a toujours pas eu la chance de battre. Donc on les joue pour la première fois de l'histoire à Mantes à la maison. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont cassées les dents chez nous, donc on va voir, ça va être intéressant. Là. On a hâte de les jouer, tout le monde est motivé parce que tout le monde a envie de les battre. C'est l'équipe à battre un peu, hein,
C'est ce que j'allais dire, il doit y Et les- avoir ce petit truc en plus, eux et l'Air Force, mais bon, manifestement, la Navy en plus, ce sont les meilleurs. C'est vrai qu'il y a le petit côté, bah, tu bats une équipe vraiment 100% américaine, en plus avec toute la connotation que ça a, je suppose que oui, il y a ce surplus de motivation. Carrément, c'est vraiment, mais chaque match en fait qu'on a fait contre la Navy, ça a été sûrement les meilleurs matchs qu'on a joués, mais bon, mais par manque d'effectifs un peu, parce que c'est vrai que notre banc, c'est un peu notre faiblesse. Vers la 60e, on craque à chaque fois, quoi. C'est vraiment on arrive à 15, 11, 15, 12 souvent, vers la 60e, mais après ils marquent deux, trois essais, hein. Je me souviens l'année dernière quand on les a joués, enfin, l'été dernier pour le match de prépa, on craque dans les 20 dernières minutes parce que, ben, on fait rentrer deux mecs de 18 ans au centre, un ailier qui avait 19 ans, que c'était sa deuxième année, on se fait percer de partout. C'est frustrant, parce que ça tient à rien, quoi. Mais c'est vraiment une rivalité, ouais, qui est forte, ouais, c'est Il y a d'autres, et, vous avez un autre. Ah, vas-y, Adri. vas-y, Rémi. Ah non, vas-y. Il y a d'autres Euh, rivaux, je crois. Mais alors, bon, ouvrez vos chakras pour ceux qui regardaient cette vidéo. Il y a un essai qui arrive. Voilà. Donc UMW, est-ce que tu peux nous dire quelle équipe c'est, Bastien, s'il te plaît? alors c'est Mary Washington, bon, c'est l'université un peu, c'est vraiment les rivaux de longue date. Enfin, moi, on a toujours parlé comme des rivaux, c'est un peu nos voisins, quoi. C'est l'université la plus proche qu'il y a de chez nous. Et en fait, Mount les le avait jamais derby, quoi. battus. C'est le derby, voilà, c'est le derby. Mount les avait jamais battus. Moi, quand on m'a toujours parlé de ce match, la première chose qu'on m'a dit, c'est qu'il faut gagner ce match. Les autres matchs, ça compte pas celui-là si on gagne pas celui-là. Et donc voilà, et ça a été, ah ouais, ça a été un match un peu fou parce que je me rappelle, il y avait une météo, pouah, mais pourrie, c'était Oui, vraiment incroyable. indéniablement. Il fait pas très beau. Ah ouais, non, ah non, c'était catastrophique. Je me souviens, le terrain était boueux, il y avait des en avant de partout. Ça a été vraiment dur. Et en fait, c'est un match, ouais, qui a marqué parce que ça fait un tournoi un peu dans notre saison. On s'est dit, mais en fait, si on joue ensemble, qu'on joue correctement, on peut battre n'importe quelle équipe. Il y a pas de raison. Et ils étaient très forts à cette époque-là. Donc, ça avait fini 11-5, je crois, un truc comme ça. Donc, Ah, ouais, c'est la pénalité que j'avais ouais. mis à la fin, ça. Ça a été. Allez, le Eh mec qui oui, sauve le match. je Il savais, je arrive, savais, je savais qu'il y avait Ouais, cette. il je arrive, il bat me, le je me- voisin et en Il est plus, là, facile. Il nous lâche des Et pénalités ouais, de non, la mais je me moitié de souviens. terrain. qualité de la- Et Non, mais je me souviens, parce que c'était mon premier match en 10 pour une anecdote. Premier match en 10 de ma vie, de toute ma carrière. Parce qu'en fait, on avait un 10, putain, il distribuait pas les ballons. On s'est dit, mais c'est pas possible, on peut pas jouer avec lui. Du coup, on l'a mis à l'arrière et je me suis mis en 10. Et je me souviens, avant la mi-temps, je mets un rasant pour Evie, mon centre sud-africain, qui va marquer le premier essai. Putain, je sais pas si c'était la vidéo, mais c'était fou juste avant la mi-temps, hein. Là, on s'était tous pris dans les bras. C'était une explosion de joie, tu peux même pas imaginer comment. Ton premier match en 10, c'est un truc que tu avais l'habitude de faire à 15 déjà, de jouer au pied ou pas? Parce que moi, dans toutes les vidéos que j'ai vues, je trouve que tu joues quand même très bien au pied, oui, dans les espaces libres, que tu as souvent le bon réflexe de jouer derrière la défense, dans les espaces. Enfin, c'est un truc, on dirait quand même que tu as joué en 10 bah, beaucoup de fois dans ta vie. Et en fait, je voulais te poser la question, c'est quoi ton poste de prédilection, du coup, 10 ou 15? Bon, tu m'as plus ou moins répondu, de base, c'était 15. Mais ouais, du coup, premier match, tu joues directement au pied, petit rasant, vous gagnez le match, tu finis par buter. Tu butais déjà quand tu étais 15 ou pas? Ou c'est un truc qui t'est venu là-bas, que tu as appris là-bas, ou c'est un truc vraiment qui faisait déjà partie de toi, quoi? Alors pour le but, ouais, je butais déjà avant. Ça, j'avais toujours beaucoup travaillé, dans beaucoup d'équipes où je suis passé, je butais. Mais le jeu au pied, c'est vrai que c'était une de mes enfin, paradoxalement, c'était une de mes faiblesses avant d'arriver aux États-Unis. Vraiment, putain, pas du tout à l'aise, des choses comme ça. Et en fait, je sais pas dans quel état d'esprit je me suis mis, mais je faisais que jouer au pied, je faisais que ça. Je me souviens, je me faisais des séances tout seul dans le truc ouvert contre un filet, et en gros, je tapais des ballons, j'ai tapé, mais je pense que des centaines et des centaines de jeux au pied pour vraiment, m'habituer et trouver la bonne méthode qui me correspondait le plus. Et en fait, ça a été vraiment, bah, du travail parce que, j'étais pas du tout à l'aise de base à jouer trop au pied. Et donc voilà, bah, par force de travail, en fait, finalement, c'est un bon message. C'est aussi de dire, ben, il y a pas de choses qui sont acquises, forcément naturellement. Si on travaille dur, on peut facilement, apprendre à jouer au pied, quoi.
Ah, il y a pas de secret et ça, c'est une mentalité vraiment, aussi très américaine, quoi. Les mecs, c'est des énormes bosseurs, on le voit, hein, même, moi je regarde beaucoup la NBA, c'est des gars, tu sais que les mecs Ouais. arrivent au gymnase à 6 heures, ils en repartent à 20 heures et c'est des gars, ils bossent, ils bossent, ils bossent et c'est des acharnés, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est des forces de travail, hein, et c'est vraiment ça, c'est la culture qui m'a le plus imprégné ici, je pense, c'est vraiment la force du travail. Les mecs, quand ils font quelque chose, quand on a la muscu, je me souviens, c'est vraiment impressionnant parce que on fait des séances pas forcément longues de 45 minutes, mais ça s'arrête pas, ça envoie dans tous les sens, on enchaîne les exercices et tout ça, donc ouais, non, vraiment, ça, c'est vraiment une force des Américains et ils ont le sens du travail. Et voilà, voilà ce que ça donne du coup. Vous avez sur la vidéo. Alors c'était ta vidéo d'inscription à la draft, si je ne dis pas de C'est bêtises, ça, draft c'est ça, ouais. MLR, où bon bah voilà, un essai d'abord, puis ensuite d'autres jeux au pied, voilà, avec le rebond qui va bien, avec l'aide de l'adversaire. Ouais, t'as vraiment pris confiance, ça se voit à jouer au pied. Pourquoi est-ce que je passe justement à ça? J'en profite justement, c'est parce que l'année dernière tu étais inscrit à la draft de la Major League Rugby, Bastien. Est-ce que tu as eu des touches? Est-ce que tu as eu des discussions avec certaines franchises ou t'as pas eu de retour? Alors, moi, le problème un peu que j'avais eu, c'est que je me suis inscrit en fait hyper tard. Je me suis inscrit après les dates de limite d'acceptation des dossiers. J'ai eu la chance que mon coach il m'a un peu poussé, ils m'ont mis je me suis retrouvé un peu tard. J'ai eu quelques touches, enfin touches, je sais pas, mais il y a Anthem qui était intéressé, la nouvelle équipe américaine, et il y avait les All Mhm. Glory, parce que ben, forcément nous on est à côté des All Glory. Mais sinon, non, pas vraiment, mais j'étais pas surpris. Bon, je savais que j'avais encore une année d'études, je voulais faire aussi pour tâter le terrain un peu, de voir comment ça se passait, et heu et donc forcément, bon, j'étais pas déçu parce que bon, je savais que je m'étais pris tard, donc je sais que cette année, je vais la retenter et m'y mettre plus tôt, parce que toujours le temps, en fait, si tu le dernier arrivé, forcément, les gens, ils ont déjà regardé leurs vidéos, ils ont peut-être déjà fait leur choix. Donc voilà, je sais que mon nom est dehors, je je vais voir. Franchement, je me mets pas de pression non plus, sur ça, on verra bien ce qui se passe et on verra ce que l'avenir nous offre. Parce que du coup, il y a donc cet objectif encore de t'inscrire à la draft et donc d'essayer en 2026 de jouer en MLR. Ah franchement, ce serait cool, c'est sûr que, c'est un objectif un peu, c'est un rêve moi de pouvoir jouer pro. Je sais que j'ai touché un peu à Tarbes, j'ai jamais eu la chance de pouvoir commencer un match, de jamais jouer pour jouer un match. Ça a été, bon, j'ai été un peu freiné, par rapport, à combiner les études et le rugby, et je sais que j'ai un petit goût amer de ça encore, de pouvoir, même si c'est aux États-Unis, c'est quand même, je pense que le niveau américain quand même se rapproche, pas mal des secondes ou troisième division françaises, parce que ça joue, ça tabasse quand même, il y a des équipes qui envoient du jeu. Donc je pense qu'ils n'ont pas non plus trop à rougir. Bon, ils sont quand même, ils sont quand même encore un peu loin du top 14, c'est sûr, mais je pense que ça va venir parce que les Américains, s'ils y mettent les moyens, ils s'y feront. Donc voilà, ouais, forcément y toucher, ce serait un rêve un peu de gosse, ouais. Il y a Et une. c'est Vas-y, hyper Adrien, vas-y. intéressant ce que tu dis. Tu dis: «S'ils y mettent les moyens». Généralement, ils y arrivent. Est-ce que toi, tu as ressenti ou pas, depuis ton arrivée, ça fait 3 ans que tu es là, est-ce que tu as senti vraiment un essor autour du rugby nouveau? On sait qu'il y aura la coupe du monde en 2031. Est-ce que tu as l'impression que les Américains, justement, s'intéressent de plus en plus au rugby? Est-ce que tu sens que vraiment ils veulent mettre les moyens pour faire progresser ce sport? Ou plutôt, tu as l'impression qu'ils y vont un peu avec le frein à main et qu'on n'est pas prêt d'avoir non plus, une MLR justement qui se rapproche plus, d'un niveau, aller vraiment, haute pro D2 que de troisième division, quoi? Ben, franchement, ça dépend vraiment des endroits. Moi, je sens quand même une effervescence, dans les équipes pro. Enfin, nous, on avait le coach des All Glory qui venait nous entraîner là pendant l'automne, et on sent quand même que de plus en plus, ils s'impliquent, dans le développement des jeunes joueurs, parce qu'ils sont obligés, en fait, maintenant d'aller chercher dans les universités parce qu'ils auront pas le temps de commencer à entraîner les mecs à 4-5 ans, et le processus serait trop long de structurer tout ça. Donc ils sont un peu obligés de se concentrer sur les internationaux qui viennent jouer, aux États-Unis, et de les naturaliser. C'est un peu le truc qui c'est un peu la voie qu'ils ont décidé de prendre, et ils sont obligés, ils ont pas le choix. Donc non, franchement,
ça évolue dans le bon sens. Ça va vraiment, je pense que ça va vraiment devenir, ça peut devenir une plaque tournante du rugby mondial parce que, beh, ils ont tellement d'argent, tellement d'infrastructures, tellement le sens de la gagne et ils ont sûrement les meilleurs athlètes du monde. C'est sûr que, ben, pour l'instant, il y a pas les moyens, enfin, comme les salaires de MLR sont pas assez intéressants. Bah, il y a beaucoup de mecs qui vivent pas de ça. C'est encore compliqué. Les saisons font que 6 mois. Ils commencent en janvier, ils finissent en juin. C'est quand même compliqué quand tu as des équipes de top 14 qui font 22-25 matchs par saison, avec la coupe d'Europe et tout ça. Bah, forcément, ça crée un écart et si tu le combles pas cet écart, ça devient difficile. Après c'est pas forcément bon non plus d'aller vers ça parce que forcément tu détruis aussi tes joueurs, parce qu'on voit le problème en France, maintenant beaucoup de joueurs se plaignent que leur calendrier est surchargé. Donc à voir, faut qu'ils trouvent la bonne balance, mais c'est sûr que moi je pense qu'ils peuvent y aller. Il y a vraiment une effervescence, les gens commencent à s'intéresser au rugby, ils nous prennent un peu pour des fous, à jouer sans protection, seulement avec un protège-dents et les Américains, je pense qu'ils aiment le sensationnel, on le voit avec les sports de combat, le football américain et tout ça, c'est vraiment le basket aussi, c'est quand même, les mecs y vont, les mecs c'est spectaculaire, il y a des choses qui se passent. Donc voilà, mais j'avais des trucs intéressants, les Américains, ils disaient: «Le rugby marche peut-être pas forcément parce qu'il y a pas assez de break». C'est-à-dire que c'est trop dynamique, il y a comme au football américain, ça s'arrête tout le temps, Ouais, bien sûr. il y a ce truc un peu de pub. Pareil pour le basket, il y a beaucoup de cartons, même, moi à l'université, je me souviens, il y a des cartons juste pour la pub, alors que c'est au niveau universitaire, tu vois? Donc je me souviens quand nous on était passé à la télé avec Rugby Network, on avait à 20 minutes, on avait une pause, water break, juste pour mettre de la pub, quoi. Donc c'est un peu des trucs, tu te dis: «Mais waouh, ils nous arrêtent là parce qu'ils ont besoin de mettre de la pub» et voilà, mais non, non, je pense il y a un bon projet, je pense, aux États-Unis. On va les envoyer mater des matchs d'Aurillac au mois de janvier. Ils vont voir s'il va pas y avoir beaucoup d'arrêts de jeu. C'est ça, c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis là sur les cartons parce que vendredi dernier il y avait un match, un petit peu un match de gala entre Los Angeles et les Fidjians de Roy, un petit peu un rapprochement entre le Super Rugby et la MLR, c'est un match de pré-saison. Le match était découpé en cartons, hein. Au niveau du scoring, c'était écrit premier Ah carton, ouais? deuxième carton, troisième carton, des cartons de 20 Ah, minutes. Et il y a vraiment ce truc de couper à la 20e. Et on s'en était déjà rendu compte d'ailleurs quand on diffusait les rencontres des Utah Warriors. À la 20e, t'as un break et t'as une petite pub et le match vraiment s'arrête. Donc c'est vrai que c'est très particulier. Et bon, c'est vrai que c'est très américain. On a à C'est nouveau les Michael droits qui, c'est les droits TV, c'est les droits les TV qui droits, font ça. bien sûr. De toute façon, c'est toujours. On sait que c'est la télé qui régit les trucs, hein. Même chez nous, À tout. Bah oui, c'est pareil. le match de dimanche soir en Ligue 1 qui est passé de 21h à 20h45, puis à 21h, etc. C'est exactement la même chose, hein. Alors après, oui, on met pas de pub au milieu des matchs de foot, mais évidemment, c'est toujours comme ça. Et évidemment, c'est le nerf de la guerre. Je reviens sur la draft, puisque Michael posait une question par rapport à Louis Millet, qui a donc été premier français, actuellement seul français drafté en MLR, qui avait été drafté l'année dernière par Toronto, qui a finalement disparu. Il avait expliqué, c'est vrai que c'est très intéressant, son éligibilité, c'était plus facile pour lui de signer à Toronto du fait des papiers, de tout ce qui est administratif, que de signer dans une équipe américaine. De ton côté, est-ce qu'il y aura des complications potentielles si jamais tu venais à être drafté? ben, en fait, ils ont changé un peu les règles maintenant, si on joue 4 ou 5 ans dans le système américain, on prend plus un espace d'un international. Ok. Donc ça ils ont allégé un peu les règles parce que comme j'expliquais, ils sont obligés, ils ont pas le choix. Donc moi, par exemple, il me resterait qu'une saison, non éligible, comme «américain» entre guillemets. Après ça, parce que ça fait déjà 3 ans, ça fait 3 ans et demi que j'y suis et donc là, j'attaque oui, c'est ma troisième année, ça va faire 3 ans et demi, donc il va me rester qu'une saison en gros, non éligible. Donc on va voir comment ça va se passer, mais ouais, c'est vrai que c'est galère un peu, ce point de vue-là, pour les internationaux, mais bon, il y a tou les Américains ont toujours des solutions. Mhm. Et donc tu serais éligible, par exemple, à jouer avec, avec les États-Unis? Ah, pas pour l'instant, mais je crois que c'est après 5 ans, parce que je crois que World Rugby aussi a Oui. allégé un peu les comment on appelle ça? Les règles sur ça. Donc je crois que c'est 5 ans, il me semble, pour être éligible après pour jouer dans une équipe, OK, donc internationale. s'il faut dans 2 ans, tu peux jouer avec les États-Unis, quoi. Ouais, voilà, exactement, OK. exactement. International U18 allemand et international A américain, ça claque quand même.
Pas mal sur le CV. C'est pas mal. Non, non, vraiment, c'est pas mal. On revient à cette. Petite question de Matt Nock qui, je sais, suit beaucoup de sport US. T'es considéré comme junior ou senior là? Du coup, c'est quoi le nom que t'as? Parce qu'il y a rookie, freshman, etc. Ouais, bah, en gros, c'est freshman, c'est les premières années. T'as les sophomore, c'est les deuxième année, junior quatrième année et senior troisième année et senior quatrième année. Oula, attends, je me suis mélangé là. Sophomore, deuxième année, junior, troisième année, senior, quatrième année, voilà. Mais moi, je suis un senior, moi, c'est un peu particulier, je fais un deuxième diplôme, hein. Moi, j'ai fini mon premier en décembre, et en gros, ils m'ont re-signé pour un an, pour rester avec eux, pour avoir mon deuxième diplôme. Du coup, je suis un senior encore, Ok. mais pour un deuxième diplôme. Ok, ok. C'est important pour la suite, bien sûr. On va revenir sur la Bien MLR sûr, très bah, obligé. rapidement. On est sur la fin de l'émission tranquillement et continuez à poser vos questions, bien sûr. On a dit le niveau grimpe, etc. Quelle équipe, là, aujourd'hui, te fait la meilleure impression? Quelle équipe, selon toi, joue le mieux au rugby? Et sans donner. Et pourquoi les chats à sabre? Et quel total manque d'objectivité de la part d'Adrien Abadi, on n'est pas étonné. Ah oui, tu veux dire en MLR? Ouais, en MLR. Ouais. Ouais. Ben, enfin, après, moi, je sais que j'ai un peu, enfin, pas des insides, mais je suis assez proche de All Glory, donc je suis quand même assez impressionné du projet qu'ils proposent. Dans le cadre, ils essayent de faire avancer les jeunes quand même dans leur section, ils n'ont pas peur. Bon, après, j'ai quand même pas mal vu aussi les Nola, quand même, ils se renforcent pas mal. Ouais. Bon, après, les Free Jacks sont quand même hyper forts, dominent quand même tout ça depuis pas mal de temps. Donc, non, je pense que ça va être une année intéressante. Il va y avoir des surprises, je pense. Il y a des équipes qu'on va pas forcément attendre qui vont sortir du lot. Et bon, on espère voir les premières victoires de Anthem aussi, parce que c'est intéressant aussi leur projet de vraiment former les jeunes. C'est quand même une super idée, une super initiative. Bon, on les envoie un peu au Farnac, les jeunes, mais Ah oui. voilà, donc voilà, moi j'espère avoir une grosse saison quand même des All Glory. Ça me ferait vraiment plaisir parce que leur projet est intéressant. Après, c'est un peu biaisé de ma part parce que on est assez proche d'eux, mais voilà. T'as eu l'occasion de t'entraîner, enfin vous avez eu l'occasion de vous entraîner avec l'équipe ou tu disais que leur coach était venu vous entraîner une fois. Est-ce qu'il y a d'autres passerelles, vous avez pu jouer un peu avec eux Alors, on n'a pas pu jouer avec eux parce qu'en fait, les règles universitaires sont hyper strictes. T'as pas le droit de t'entraîner avec une équipe professionnelle, ça, ils font vraiment la différence. Mais en fait, non, leur coach venait une fois par semaine chez nous Ok. pendant toute la saison. Bon, lui, c'est le head coach et le coach de la défense. Donc, il nous a beaucoup entraîné sur la défense. Mais non, j'ai jamais eu la chance de pouvoir m'entraîner. Même si ils ont essayé de faire des passerelles, ils ont proposé à deux trois joueurs, ben, mon coloc aussi, mince, pardon, je vous ai perdu. Mon coloc aussi avait été proposé ça, a eu la proposition de ça, donc on était tous les deux en contact vraiment avancé avec eux, mais finalement, les avocats un peu nous ont rattrapés, ils nous ont dit vous pouvez pas, on va se calmer, et vous allez rester à l'université tranquillement bien au chaud. Ah ouais, carrément, c'est au niveau des avocats que ça a bloqué. Ah ouais, parce qu'en fait, on perdrait, si on le fait, on perdrait notre éligibilité. Et c'est les avocats de l'école un peu qui ont dit, ben, Ah ouais. enfin, on va Ah garder ouais. nos joueurs quand même, parce que sinon, Ah ouais, d'accord. on Ah peut ouais, plus les utiliser. ça c'est fou. Ça Ouais, ils c'est rigolent énorme. pas sur les règles. Oui, oui, alors oui, en plus ça c'est un truc très américain, très clairement. Ouais, Ils sont un peu à ouais. cheval sur le tout. C'est vrai qu'Oldoré a une très très belle équipe, hein. Corey Daniel, Connor Buckley pour ne citer que. Évidemment, on en reparlera bien sûr de toutes ces équipes-là. Ce sera dans 2 semaines la conférence Est. La semaine prochaine, on va s'attaquer à la conférence Ouest. À l'Ouest, évidemment, il y a Seattle, hein, habituel favori. Il y a Houston qui a remporté la saison régulière l'année dernière avant de chuter en demi-finale de conf contre Dallas. Oui, oui, exactement. Mais par contre, il y a une équipe qui s'est énormément renforcée. Tu seras d'accord avec moi, Bastien et Adri aussi. C'est Los Angeles qui a gardé Kunatani, on le rappelle, qui a récupéré Rhys McDonald, meilleur arrière de la saison, joueur de champion avec Free Jacks, qui a Bertranou aussi, qui a Christian Dyer de Houston qui est arrivé. C'est pas mal ça pour jouer les playoffs à minima. Ah, ça va être très costaud, hein. Ça va envoyer du jeu. Ça va vraiment être intéressant. J'ai hâte de la suivre cette saison parce que
Je disais, moi, la première année où je suis arrivé, c'était la première fois que je voyais la MLR. Et c'est vrai que bon, les niveaux étaient pas flamboyants, mais c'est le même. On voit vraiment une grosse progression des équipes. On sent vraiment qu'ils ont envie de vraiment devenir meilleurs et de proposer du bon rugby. Adrien, un petit mot sur LA justement. Ouais, moi je pense enfin, même plus que sur LA, je pense surtout que la conférence Ouest, cette année, ça va être extrêmement serré et que ça va être un énorme bordel, hein. On l'a vu déjà l'année dernière, enfin, chaque match était une bagarre. Et certes, Los Angeles finit, mais je crois, dernier Ouais. de la conférence Ouest l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Je pense que cette année, entre Houston qui va continuer à s'appuyer, je pense, sur son vivier de joueurs sud-africains et sur la profondeur de son effectif, même s'ils sont arrivés un peu crevés en playoff l'année dernière. Je pense qu'entre Houston, Seattle, Los Angeles qui a réussi un peu à se renforcer cette saison, et Utah qui pour moi l'année dernière n'a pas du tout évolué à son niveau, puis sans oublier San Diego, ça va être quand même, je pense, une conférence extrêmement serrée et je pourrais pas parier là en début de saison sur qui sera qualifié pour les playoffs, quoi. Ah bah il va falloir travailler parce que la semaine prochaine on fait les pronos hein. Donc Ah ça non, on va essayer de c'est bosser, on va essayer de bosser. un petit prono justement, tiens Bastien, vu qu'on est sur la MLR et vu qu'on a la chance de t'avoir, alors peut-être pas te demander le titre, mais si d'ailleurs si, qui tu vois champion à date aujourd'hui. Ouais, moi je suis comme ça. Ah oui, putain, c'est net comme ça, même pas d'analyse. Allez, finale de conf, Franchement, je vais la, rester. la finale de conf, Non, finale de je vais championnat rester. pardon. Non, mais je vais rester, je pense. Si tu veux quelqu'un qui remporte le titre, moi je mettrai une pièce sur le Glory. Ils vont vous surprendre. Ça c'est une grosse cote, hein. Ça c'est très grosse Et cote, ouais. mais on, Mais on bon, aime. je la joue un peu chauvin. Ouais, mais on aime le risque. On aime le risque ici. Alors, il y avait une question aussi, je ne l'ai pas oublié, hein, celle de Matt Nock, parce on en a parlé d'ailleurs des maillots de cette de MLR 2025. Il voulait savoir ce que tu pensais du maillot de Miami, le maillot domicile, qui pour moi est un banger, qui pour beaucoup était immonde, et qui dans notre Non, tier list, je crois, a eu 4, si je dis pas de bêtises. Moi je suis pas trop fan. C'est un peu. allez. Moi, Non, c'est pas trop mon il est pas truc. encore Déjà, américain, il est pas encore américain. non, c'est Il un est peu pas trop prêt. flashy. C'est vrai que je me suis pas encore trop américanisé, mais non, je pas trop fan de celui-là. C'est nul, vraiment, c'est incroyable, ouais. Moi, je suis De toute façon, vraiment. il y a On pas dit Rémi, de. c'est fou, il est pas encore américain, quoi. Ça fait 3 ans qu'il y est, le mec a Ouais, pas bossé. ouais, comme quoi tout ne vient pas Quoi? comme ça aussi vite, hein. On s'y attendait pas, hein. Non, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Je rentre encore un peu en France, du coup, je garde mon côté un peu français. Bon, du coup, ça doit plus te parler, le maillot domicile d'Old Glory. Un peu plus stylé, un peu plus Et sobre, peut-être. beaucoup, beaucoup plus sobre, beaucoup plus sobre. Bon, je pense qu'ils auraient pu encore faire un peu un effort, mais non, beaucoup plus sobre. Ouais, peut-être l'année prochaine évidemment, parce qu'on rappelle que Macron a signé le contrat sur la fin d'année 2024 et très rapidement les maillots sont sortis. Il y a eu qu'un an de contrat avec Kappa. Matt Nock est très content du coup que tu n'aimes pas trop le maillot de Miami. Tu auras fait au moins un heureux ce soir, Bastien. Au moins. Et c'est l'occasion pour moi de te remercier encore une fois d'avoir été avec nous, d'avoir pris de ton temps pendant 1 heure pour être avec nous sur les Outsiders TV. Adri, peut-être une dernière question pour Bastien. Ah, je crois qu'on a fait le tour, hein, Ouais, je pense honnêtement. aussi. J'ai pas grand-chose sur lequel rebondir. Non, bah écoute, c'est qu'on a été complet et que tu as été complet, Bastien, je Un répète. plaisir. Joueur de Mount Sainte Marie, vous visez les playoffs. Là, vous en êtes 7ème du championnat et du coup, l'objectif c'est de jouer les playoffs à domicile. Enfin, le premier tour de playoffs à domicile au moins. Ouais, exactement, ouais, c'est l'objectif, franchement, d'aller chercher au moins un playoff à domicile et d'aller chercher au moins un premier ou deuxième round après de pas se faire sortir au premier tour parce que c'est pas toujours marrant. On va essayer d'aller chercher quelque chose quand même, de créer encore une surprise. Parce qu'on aime ça, créer les surprises. Et on espère qu'il y aura des matchs sur The Rugby Network que vous pourrez suivre évidemment vous gratuitement depuis chez vous. Alors sauf Michael qui joue en Détroit à Cincinnati dans l'Ohio. Donc du coup déjà Ok. merci d'avoir été là depuis l'Ohio et puis bon courage pour toi et ta saison en Détroit bien sûr. N'hésite pas à nous dire dans quel poste tu joues et on a hâte de te revoir dans le chat. Voilà, je redis The Rugby Network pour suivre les matchs de MLR, les matchs de college rugby, c'est gratuit. Alors tous les matchs
universitaires ne sont pas diffusés évidemment. Vous en avez eu quelques-uns déjà cette saison, Bastien. On espère que pour les playoffs, vous arriverez à en être. Et je ne trahis aucun secret, mon cher Adri, en disant que si jamais Mount Sainte-Marie venait à être en playoff et sur The Rugby Network, on essaiera de vous diffuser ça. Alors en direct, dans l'idéal, peut-être plus en différé vu les horaires. Mais voilà, on travaillera avec The Rugby Network en essayant de se mettre d'accord avec eux. Non, mais ça serait vraiment cool. On va tout faire pour, en tout cas, parce que je crois que tous les matchs de playoff sont diffusés à minima, peut-être pas sur Rugby Network, mais en live. Donc voilà, je tiendrai au courant pour ça. Bien sûr, on va rester en contact. En bien tout cas, entendu. on te le souhaite, comme dirait Laurent Paganelli. Voilà. Quel immense ringard. Quelle meilleure manière de terminer cette émission. Adri, merci encore une fois d'avoir été là comme très souvent, comme quasiment chaque semaine. Bastien, bien sûr, mille merci pour ta gentillesse, ton temps, toutes les infos que tu as pu nous donner, la transmission de toute ton expérience rugbystique, évidemment. Je rappelle que cette émission, évidemment, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube. Évidemment qu'il y aura des petits extraits à retrouver sur nos réseaux sociaux, TikTok et Insta en particulier. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour avoir bien les traditionnelles notifications quand vous serez en live. Et puis Bastien, je sais que tu ne le sais pas, mais on en a l'habitude. Et comme d'habitude, le MR Show, on se quitte avec l'hymne américain. Très belle soirée à tous et à la semaine prochaine. Une fois que tu aurais pu mettre une allemande. On aurait pu. J'aurais pu mettre l'hymne allemand cette fois, c'est vrai. J'y penserai la prochaine fois. Ça aurait pu être une bonne blague.